Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter le projet sur lequel on a travaillé ces deux dernières sessions, qui est le système de localisation intérieure avec des ondes RF. Notre équipe est composée de moi-même, Sabri Guéridzi, Alexandre Goyette, Hafida Zairi, Patrick Arguin et Badr Eitsied. Notre équipe est composée de trois ingénieurs électriques et deux ingénieurs informatiques. Donc, Donc, ok. La présentation va se dérouler en deux grandes parties. On va commencer par parler de la partie hardware. Ensuite, on va parler de la partie software. Mais en général, je vais vous expliquer le cœur en fait de notre projet qui est le microcontrôleur USB32 avec le module UWB, Ultra Wideband. Et je vais appeler UWB pour que ça soit moins long. Je vais vous expliquer l'architecture matérielle globale, comment nos connexions sans fil marchent, comment elles fonctionnent, que ça soit l'ultra wideband et le Wi-Fi. Je vais vous parler aussi de l'architecture logicielle, l'interface graphique, nos mesures de distance avec la trilatération. On va vous montrer aussi de l'affichage directement sur les microcontrôleurs parce qu'ils sont dotés d'un écran OLED. Nos simulations et les filtres qu'on a appliqués pour lisser nos courbes et avoir des réponses précises. Donc, euh, dans l'ESP32. En fait, ici, comme je disais, c'est le cœur de notre projet. L'ESP32 en soi, c'est un microcontrôleur et qui lui est Après, vous pouvez com- repartager. J'ai fait une erreur. Je voulais arrêter le partage de. il y a pas de problème. J'ai arrêté au partage. C'est bon comme ça? Oui. Ok, parfait. Donc, je disais, oui, l'ESP32, c'est un microcontrôleur qui, lui, est intégré avec un module DW1000 qui s'appelle le module d'ultra wideband qui s'appelle DW1000. On peut le voir, il est à l'endos de l'ESP32 sur la figure numéro 2. Euh, on peut aussi, le microcontrôleur, lui, est programmé en Arduino et il permet de communiquer à la fois avec d'autres modules, d'autres microcontrôleurs avec l'ultra wideband et au PC via Wi-Fi. C'est un petit modèle, il est léger, petit, il ne consomme pas beaucoup de batterie, donc ses applications sont, on peut utiliser ce système à plusieurs échelles pour, ce que je voulais dire. Donc, on peut passer à l'architecture matérielle. En fait, comment notre système marche, c'est qu'on a quatre ancres fixes qu'on peut fixer un peu partout dans une pièce, on peut dire aux quatre coins d'une pièce. Euh, on a aussi un module qui est mobile, qui est le tag, ce qui est ici au milieu de l'écran. Les encres, eux, mesurent la distance entre le tag et entre eux-mêmes et le tag. Et ces distances sont envoyées via Wi-Fi à notre PC. Notre objectif, c'est de reconstruire la position du tag en 3D à partir de ces distances mesurées. Notre système pourrait fonctionner en 3D avec seulement trois encres, mais on a décidé d'en ajouter un quatrième pour une autre couche de précision. Ici, pour nos connexions, la connexion sans fil, comment ça marche? Tout fonctionne avec le DW1000. Pour expliquer, en gros, on a divisé en trois grandes parties le schéma bloc ici. La partie, les encadrés rouges, les jaunes, les oranges et les verts. Donc, d'abord, à gauche du schéma, on retrouve la partie radiofréquence, que ce soit la réception ou la transmission, parce que ce système peut transmettre émettre et recevoir. Donc, il y a une antenne qui est connectée aux pins RFP et RFN, qui, elles, permettent la transmission et la réception. En fait, quand un signal est reçu à travers l'antenne, il passe par un amplificateur LNA, qui est notre bloc juste ici. Après ça, on convertit ces fréquences, on convertit ces fréquences en bas,
en signal RF en basse fréquence, qui est le bloc ici, en baseband. Et après ça, le signal, il va être filtré et converti de façon numérique grâce à un convertisseur analogique numérique pour pouvoir traiter par des signaux digitaux. Ensuite, pour la transmission, qui est la partie en bas avec le pulse générateur, ce qui va générer, c'est des impulsions ultra-wideband très courtes et ces impulsions vont être modulées et envoyées vers l'antenne. Ça, c'est la partie transmission. En bas de l'image, qui est en jaune, on a ces trois parties-là, c'est ces trois blocs qui, eux, sont les circuits d'horloge et d'alimentation. En fait, tout le système est synchronisé grâce à l'oscillateur qui, lui, émet un signal à 38,4 MHz. Et il va servir aussi de base aux deux synthétiseurs PLL. Il y a Clock PLL et RF PLL. PLL, c'est pour Phase Locked Loop. En fait, le RF PLL, lui, va générer les fréquences nécessaires à la transmission et la réception. Et le Clock PLL va générer celles pour le traitement numérique et pour le traitement numérique, ouais. Donc, quand on passe ensuite à la troisième partie, ce qui est en vert, le digital RX et le digital TX, ici, le signal, quand il va être reçu ici en format, quand il va être transformé en numérique, il va être filtré à partir du digital filter. Il va être aussi synchronisé avec l'horloge grâce au bloc Carrier Timing Recovery. Puis il va être décodé et il va être décodé par les trois blocs suivants. Quant à la transmission, le signal va être encodé à partir de ces blocs et il va se faire envoyer au pulse qui lui va l'envoyer à l'antenne. Si on passe à la suivante, ici, on montre comment les données circulent entre le côté matériel et le côté logiciel. Ça se fait en deux connexions. Les deux connexions, nos deux façons de se connecter doivent être utilisées. On a l'ultra-wideband et le Wi-Fi qui doivent marcher ensemble. Donc, on commence avec l'ESP32 qui, lui, va émettre les distances mesurées vers les ancres en utilisant l'ultra-wideband. Puis, on utilise le Wi-Fi pour se connecter à un point d'accès. Quand je dis point d'accès, ça peut être Wi-Fi, un routeur, je veux dire, et ça peut être aussi un téléphone qui émet, on va dire, un signal, qui émet, on va dire, une connexion, de la 3G. En parallèle à ça, l'ordinateur, lui, il doit être connecté au même réseau, que ce soit Wi-Fi, et il doit connaître l'adresse IP de notre émetteur, qui est l'ESP32. C'est ce qui va permettre de lancer une connexion. C'est ces deux critères-là. Donc, pour le côté PC, on a développé un script Python qui, lui, utilise une bibliothèque WebSocket. C'est ce qui va permettre de garder une communication continue entre le module et l'ordi. Puis, une fois que la connexion est établie, les données sont reçues en format JSON et vont être traitées à part notre logiciel. On peut passer à notre logiciel ici. On vous a montré un diagramme, le diagramme de classe qui a été construit en suivant les standards UML 2.0. En fait, le code est séparé en plusieurs classes pour rendre la compréhension et la maintenance un peu plus facile. Donc, chaque classe possède sa propre fonction unique qui est indiquée par son nom. Et il y a aussi trois packages qui organisent les classes selon leurs fonctionnalités. Comme on a ici le measurement qui va mesurer les distances, le tracking qui va faire le suivi des positions de notre tag, et finalement le GUI components qui sont les composantes de notre interface graphique, qui est juste ici. Donc, notre interface graphique satisfait plusieurs critères, qui est l'adaptabilité, la facilité d'utilisation, la réactivité et une apparence qui serait soignée. Donc, du côté utilisateur, pour le côté utilisateur, on a développé cette interface pour la rendre la plus simple possible. En fait, elle va afficher, elle sert à afficher en temps réel la position du tag. Elle va aussi, on va pouvoir faire suivre son déplacement, démarrer, arrêter la capture aussi de données et sauvegarder des résultats. Donc, toute l'interface a été faite avec Python et avec Tkinter. Et pour l'affichage graphique, ça a été fait avec Matplotlib. On a ajouté les fonctionnalités. Ça, c'est la liste ici qu'on voit. Ça, c'est 4 boutons. Donc, le premier va lancer notre système, va donner le go pour pouvoir faire le suivi en temps réel. On a aussi ajouté le deuxième bouton en dessous, Tracking History.
qui lui va faire sa fonctionnalité, c'est l'historique de données en format CSV. Il va storer tout ça en format CSV, il va permettre de visualiser une précédente la session qui vient de finir selon la date, l'heure et la position. Cette fonction, elle est pratique et intéressante parce que on peut, pour les applications réelles, on peut faire du débogage, des mises à jour. On peut aussi faire de la compilation de données statistiques. Si on passe ici, on passe ensuite au principe de localisation, qui repose sur la trilatération. Ce qui se passe, c'est que chaque encre mesure sa distance au tag, qui va être la D1, D2, D3 et D4. Ça va former des sphères autour de chaque point fixe et le croisement de ces sphères, c'est ce qui va donner la position estimée du tag. À droite sur sont les équations mathématiques qu'on a implémentées dans notre code Python pour pour trouver ces distances. Sinon, on a quatre inconnus, donc c'est nos x1, y1, z1 de 1 à 4. Si, on a aussi ajouté, vu qu'on a un écran intégré avec notre microcontrôleur, on a décidé d'ajouter les informations des distances sur l'écran directement. On a trouvé que c'est pratique pour diagnostiquer les problèmes directement sur le module. Donc, si on trouve qu'il y a une distance qui n'a pas de sens avec ce qu'on a mis en réalité, on peut aller directement, on peut la voir sans passer à travers le code. J'en profite aussi pour montrer notre petite impression, notre impression 3D pour le boîtier du microcontrôleur qui tient aussi une batterie pour éviter qu'il soit branché constamment en ordinateur. Donc, ça a été fait avec le programme Tinkercad et l'imprimante 3D au laboratoire. Pour ce qui est de nos simulations, notre simulation, en fait, on peut voir trois points différents. Les bleus foncés, c'est les encres. Le bleu turquoise, c'est la position des tags simulés. Et ce qui est en violet, c'est notre position calculée. La simulation, on simule la position calculée. On simule notre position calculée. Pourquoi elle n'est pas directement sur la position simulée? C'est qu'on introduit un bruit gaussien qui, lui, sert à imiter, la réalité, on va dire une situation réelle où il y a du déplacement dans une salle, où il y a des grands objets qui se déplacent, qui font en sorte qu'il y ait des interférences. Donc, sachant que le bruit dans un système est inévitable, on a appliqué un filtre de Kalman pour réduire son influence sur les résultats, l'influence du bruit. Donc, le filtre de Kalman utilise un algorithme prédictif pour estimer l'état réel de notre tag. Ok, c'est un filtre statique qui tient compte de l'erreur des mesures précédentes pour lisser au maximum la trajectoire. En fait, le résultat qu'on peut voir, c'est que à gauche, c'est une courbe, un circuit qu'on a marché sans utiliser le filtre de Kalman et à droite, c'est avec le filtre de Kalman. On voit à gauche qu'il y a des sauts, des pics brusques liés à des erreurs de mesure, mais le filtre de Kalman vient lisser ces mesures-là, filtrer ces pics pour essayer pour donner un déplacement plus stable et qui est réel, qui montre, qui s'approche de la réalité. Donc, on a une vidéo de nos résultats qu'on va vous montrer ici. On a notre collègue à gauche qui fait le tour dans le laboratoire et on peut voir à droite en temps réel son déplacement qui est visible sur notre interface graphique. Donc, elle a effectué un cercle complet autour du laboratoire et on peut voir que nos résultats reflètent son déplacement qui s'est fait dans le laboratoire aussi. Donc, quelques difficultés qui ont été rencontrées, ça a été la communication entre Arduino et Python, qu'on a réglé avec le format JSON que j'expliquais plus tôt, et la connexion via Wi-Fi. Donc, on a dû trouver le WebSocket, on a aussi trouvé aussi qu'il fallait faire communiquer l'adresse IP du tag au PC pour qu'il puisse se faire se faire une connexion stable. Donc, pour conclure, notre projet a été une réussite et nos applications potentielles qu'on voudrait faire, ça serait un suivi d'équipements en entrepôt,
ou toute autre navigation dans des endroits fermés comme un musée, un centre de commerciaux, des stationnements, que qui soient souterrains ou pas. Donc, personnellement, j'aimerais remercier encore toute mon équipe. On a travaillé très fort ces 2 dernières sessions pour arriver à des résultats qui sont bons. J'aimerais aussi remercier nos professeurs et nos assistants au laboratoire qui nous ont aussi aidés plusieurs fois, que ce soit avec l'impression 3D ou, euh, ou nous donner l'espace qu'il faut pour pouvoir faire nos tests. Donc, merci beaucoup et on est ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Sabri. Merci aussi à toute l'équipe pour cet excellent travail. Ce n'est pas un travail évident et vous avez fait un excellent travail, que ce soit pour l'assemblage des systèmes et la réalisation des codes. Donc, je vais passer à la période des questions. Donc, on va changer l'ordre. Je vais commencer avec Marc. Si vous avez des questions. Oui, un peu. Je veux juste savoir un peu plus sur le filtre Caramel. Est-ce que c'est vous qui avez créé le filtre ou est-ce que c'est venu avec les produits que vous avez achetés? Non, c'est une bonne question. Je peux vous passer la parole à Alexandre qui, lui, va pouvoir vous répondre à la meilleure façon. On l'a implémenté nous-mêmes avec le code Python. Donc, selon les modèles théoriques les modèles de motion, de mouvement et les modèles de prédiction avec la covariance, on a implémenté nous-mêmes. C'est pas quelque chose qu'on a pris comme out the box et on le fait en code Python. Parfait, merci. Puis, au niveau de la fréquence, je pense que c'était 5 gigs. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'interférences à l'intérieur d'un bâtiment pour cette fréquence? Comment vous avez trouvé cette signal? Est-ce que vous avez essayé d'autres fréquences? C'est une bonne question. Bad pourrait vous répondre à cette question-là. Oui, merci pour cette question. Euh, le projet, au début, on a essayé de travailler avec le Wi-Fi 2.4G. On a trouvé beaucoup d'interférences, surtout parce qu'il y a le Wi-Fi partout. Il y a aussi les ondes Bluetooth qui utilisent le 2.4 aussi. Il y a même des routeurs qui sont intelligents, qui nous compliquent la vie parce que même si on fixe par exemple un canal, lui il cherche le canal où il y a moins de bruit, il switch automatiquement, alors on a des pics partout. Alors c'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser l'ultra wideband. L'ultra wideband ici, on a utilisé le canal 5. C'est le canal supérieur, la fréquence la plus haute qui peut être utilisée, bien supportée par notre DW1000, c'est environ 6.4 GHz. Ça, c'est la fréquence de la porteuse. Parfait, merci beaucoup. C'est tout, Oui. Alain. Merci. Bien, merci beaucoup, Marc. Ensuite, Souleymane. Merci beaucoup pour le joli travail. Comme Marc a posé la question sur le filtre de Kalman, et je travaille dans le domaine. Donc, c'est quoi? Donc, je me demande parce que généralement, quand on utilise un filtre de Kalman avec les ultra-wideband, on a besoin d'un accéléromètre. Bon, c'est quoi le modèle que tu as utilisé? Est-ce que tu as fait l'hypothèse que l'accélération, elle est nulle? Donc, oui, en fait, c'est bien ce que vous dites parce que quand que nous, on a fait le modèle, c'est qu'on a pris pour acquis que le mouvement entre, parce on met à jour notre graphique en temps réel à chaque seconde. Donc, le mouvement typique d'une personne, on s'attend à ce que ce ne soit pas un très grand mouvement habituellement à chaque seconde. Donc, on ne devrait pas voir un déplacement élevé à chaque seconde. Donc, en fait, en prenant pour acquis que le déplacement sera très petit, ou pas très élevé, on peut se dire que le mouvement, c'est. En fait, c'est ça qui lie sur notre couple parce qu'on se dit que si c'est trop loin, probablement c'est une erreur. C'est un peu comme l'idée. Ouais, Donc, d'accord. Je vais regarder après le rapport, peut-être non, mais ça m'intéresse de jeter un coup d'œil sur ça. Euh, l'autre chose, ben, c'est la même remarque que vos collègues, c'est que la quantification de la précision du système de localisation. Donc, on sait que, bon, l'industrie maintenant, les ultra-wideband, généralement, on peut obtenir jusqu'à 10 centimètres de précision. Là, on voit la trajectoire, mais bon,
je comprends, vous n'avez pas un système de localisation, de référence pour comparer, mais quand même, vous pouvez faire des tests comme juste donner, par exemple, bon, mettre l'objet ou mettre le tag dans un coin donné, sur une position que vous connaissez, et puis comparer avec qu'est-ce que vous obtenez comme. Donc, bon, donc, il y a des manières pour quantifier un peu la précision de votre système de localisation. Donc, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, le système de localisation, bon, la précision, elle dépend nécessairement parce que bon, vous avez parlé de l'algorithme de trilatération, mais vous avez besoin dans ce cas-là de la position des anchors, donc la position des Ouais. stations déjà. Comment vous avez déterminé ces positions? Juste La, la position des encres a été, on va dire, posée, pas arbitrairement, mais je veux dire, on set la position des encres dans notre interface graphique qui est, pardon, juste un peu plus haut. On a le bouton Set Anchor Position, puis on a les boutons Set Room Dimension, où on peut, on va dire, on peut adapter notre système à différents types de salles. C'est-à-dire, si notre salle elle fait un certain, je parle en pratique. Donc, comme vous avez mis les anchors dans la salle, comment ouais, vous avez déterminé ces positions? Euh, Juste, Permettez-moi de répondre, Sabri. ouais, vas-y. Euh, Ici, là, pour normalement, ce que vous dites, c'était une bonne remarque, oui, pour la position des encres. Et ça, c'est aussi pour, et la précision. C'est la même question posée de différentes, de différentes façons. Alors, parce que poser les encres dans une position, on a juste posé les encres. On a choisi de les écarter parce qu'on a, premièrement, on a fait la détection suivant X, Y, juste dans un plan de surface. Le Z, on n'a pas mis vraiment un autre encre au plafond ou bien à une hauteur spécifique. C'était juste 1 mètre de variation ou bien 2 mètres, c'est pas beaucoup. Comparé à la XY, on a mis on estimait, on a pris un référence, 1,00, qui est le milieu de la salle, et on a commencé à mettre les encres à une position et on mesure par rapport à ce point qui est 0,0. On met le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. À chaque fois qu'on met un encre, on essaye qu'il soit pas aligné avec les autres parce qu'une fois qu'il est aligné, ça va fausser les résultats parce qu'on a eu ça comme des problèmes. Ben, je dirais que le point le plus difficile qui reste à faire pour ce projet, pour qu'il soit parfait, c'est l'étalonnage ou bien mettre une procédure pour l'étalonnage ou pour son utilisation. Parce qu'on ne peut pas juste les placer les encres comme ça et dire, ah non, ça va marcher. c'est ça, Il ça faut c'est bien, il faut bien les positionner et savoir leur position avec exactitude. Aussi, il y a un autre problème. Les tags, ils utilisent normalement ici pour la détection. On a commencé avec les RSIC qui est la puissance de signal, mais c'est pas ça qui a été fait à la fin. Parce que normalement, avec les RSIC, on a la variation de la puissance de signal, une variation vraiment énorme. Alors, on a utilisé le time of fly, le temps de vol. Le temps de vol, moi, au début, là, j'ai dit peut-être que on peut pas utiliser ça parce que, comme vous le savez, la vitesse de la lumière, c'est 10 à la puissance, 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde, c'est vraiment très rapide. On a besoin d'un processeur qui est vraiment très, très rapide. Alors, j'étais surpris que je trouve sur les datasheets le D1000, le DW1000, qu'il a une fréquence de temps, c'est pas une fréquence, c'est une résolution de temps de 64 gigahertz. C'est vraiment énorme. Ça me permet de faire des mesures de temps en picosecondes. Alors, c'est ça qui nous donne la précision. Ça, c'est quoi? Pourquoi j'évoque ça ici? J'évoque ça ici parce que normalement, lorsque notre tag il est juste proche d'un mur, on a la réflexion. Le tag, il envoie le signal, il frappe le mur, il revient. Et cette
cette distance-là nous fausse les résultats aussi. Alors, c'est pour ça que je dis, il faut toujours bien choisir les positions des tags. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci pour ces précisions. Ça me donne un peu. Concernant la calibration, il y a aussi un problème pour ce genre de système, la synchronisation des clocks. Parce que là, si tu utilises le time of flight, le temps de vol, Ouais, donc, en fait, besoin de la position ici, on n'a pas besoin de faire une synchronisation entre les tags. On peut faire la synchronisation entre les tags si on utilise le euh, TDO, TDOF, Time Differential. C'est time c'est pas difference of arrival. exact, et c'est ça. Lorsqu'on Okay. utilise ça, c'est qu'on a besoin de faire la synchronisation entre les tags et pas avec entre les encres, mais pas avec les encres et les tags. Nous, on utilise le time of flight TOF. Le time of flight, on a notre tag qui envoie la requête à l'encre à un instant T0. Après, le tag reçoit pour lui, on dit peut-être un temps T'0. Il renvoie encore le signal au tag à un T'1, mais notre tag, il reçoit ça à à T1, je veux dire T1. Alors, on va faire une petite opération là, on va faire le T0 moins T1 plus T0 moins T'1 divisé par 2. Alors là, avec cette équation, on n'a pas besoin de faire vraiment une synchronisation. Ouais, mais dans l'algorithme, tu as besoin de quatre mesures en même temps pour faire la Oui, trace. c'est ça. Ce qu'on a fait, on a fait une programmation pour que chaque tag communique une adresse d'identification. On a identifié chacune par une adresse, pas physique, mais bon, une adresse qu'on a implémentée dans le code pour identifier chaque tag, chaque encre, pardon. Très bien. C'est pour ça ici qu'on vous voyez ici, là, pour le A, il est par exemple A2.29, le E760, 86, ben, Bien. comme vous voyez sur l'écran. Alexandre, Chaque, Très bien. Alexandre, Oui, donc si j'ai bien compris votre question, en fait, notre processus on a un processus synchrone, un processus asynchrone. Pour chacune des encres qui vont donner des données. Nous, dans notre programme Python, on a où est-ce qu'on a une étape où est-ce qu'il est en loop dans un wait pour que les quatre données rentrent. Donc, on attend, on a un loop où c'est très court, là, mais on a un certain moment où il y a une attente où est-ce qu'il attend que les quatre mesures rentrent pour pouvoir traiter l'information. Ouais, je comprends. Merci. Très bien. merci beaucoup, Suleiman. Donc maintenant, Divita, est-ce que tu as des questions? Alors moi, j'aurais quelques petites questions par rapport à ce que vous avez expliqué juste à l'instant sur les différents algorithmes que vous avez utilisés. Est-ce que vous avez fait une comparaison ou à minima en termes d'avantages inconvénients? oui, en fait, là, on a commencé avec la triangulation. La triangulation, Oui, on a besoin de, d'un angle θ selon un angle de détection. Et aussi, on a fait la trilatération. Et pour la résolution du système, on a utilisé la méthode de moindre carré aussi. Mais bon, on a utilisé aussi le système avec des jacobiens, des matrices. Mais tout ça donnait presque les mêmes résultats. On arrive toujours au même résultat en utilisant les différents systèmes et les différents algorithmes pour résoudre les équations. d'accord. Et si je relis ce sujet-là, plus ou moins avec la précision, ben, finalement, c'est ce qui est recherché quand même dans les systèmes de localisation comme ça. Euh, Ça aurait été bien, je trouve, d'avoir des facteurs sur lesquels la précision dépendrait et comment vous avez fait vos choix et éventuellement quel serait l'impact sans pour autant. Je peux comprendre la difficulté de quantifier hein, dans un projet
d'étudiants comme cela, parce que c'est pas toujours évident hein, de quantifier cette précision. Mais en revanche, pouvoir apprécier les différents paramètres et expliquer vos choix aussi peut-être en termes de solutions qui permettraient d'avoir une meilleure précision. Ben, pour avoir une meilleure précision, la première solution qu'on a utilisée, c'est une solution qui est physique. Au lieu d'utiliser ici trois équations avec trois encres, on a utilisé quatre. Ça nous rajoute Oui. un petit peu de Mm. précision. Comme vous voyez ici, vous le savez déjà, on a juste trois inconnus qui sont x, y, z, mais on a quatre équations. Ça joue en notre faveur. On a aussi utilisé le filtre de Kalman parce que, quand j'ai répondu à Monsieur Suleiman tout à l'heure, là, pour les problèmes de réflexion du mur, aussi les problèmes parfois de mauvaise connexion, on a des petits pics qui sautent. Avec ça, normalement, ça, filtre Kalman règle tous ces problèmes. Ben, c'est ça. Pour le reste, la résolution des équations et les méthodes qu'on a utilisées, les algorithmes, on a essayé deux, trois algorithmes et tous a donné le même résultat. Mais c'est J'aurais plus juste les filtres, oui, pardon. d'accord, une petite dernière question, c'est sur votre dernier slide, Oui. vous parlez d'applications potentielles dans de différents milieux, etc. Vous avez une idée des challenges qu'il y aurait à surmonter pour aborder ces différents milieux? Les challenges, normalement, ça dépend toujours du milieu où on va installer ça parce que il y a toujours, selon le milieu, si on a des obstacles, si on a des murs, si des terrains c'est un terrain libre, là, ça va être plus facile. Si on a des obstacles, il faut toujours choisir les positions le plus adéquates Mieux pour qu'il y ait adapté. moins de réflexion et moins d'interférences possibles. Et aussi, on peut aussi jouer sur la fréquence utilisée. Quand j'ai dit tout à l'heure, là, on a utilisé le canal 5. Canal 5, normalement, ça nous donne le maximum de précision pour ce matériel avec un faible débit de transmission de données. On peut toujours jouer sur ça aussi selon les lieux, selon le contexte qu'on va utiliser le projet. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Devita. Merci encore à l'équipe. Je dirais donc c'était un excellent travail. Qui n'était pas évident et vous avez effectué un produit qui fonctionne. Vous avez prouvé que ça fonctionnait bien. Je pense que ce sera un excellent projet pour continuer au niveau de la maîtrise et au niveau du doctorat également. Donc, merci encore pour ce travail. Et donc, je passerai maintenant la parole au troisième groupe. Donc, pour le système de détection de chute. Donc, Suleiman, tu voulais dire quelque chose? Ah oui, c'est bravo, ok. Non, je Bravo. veux juste Bravo. féliciter Oui. l'équipe. Donc, si Suleiman vous félicite, c'est que c'est un excellent projet parce que Suleiman est. Oui, il y a beaucoup de travail qu'on ne voit pas. Je comprends qu'il y a beaucoup de travail. Donc, Merci. oui, déjà, le code, c'est combien de lignes de code que vous avez fait? En fait, j'ai tellement de classes, il faudrait que je le calcule, là. C'est probablement plus de 1000. Wow, Oui. Beaucoup de travail. bravo, bravo. Merci. Je vais regarder, je vais le mettre dans le chat. Sans compter les codes qu'on a utilisés pour programmer le matériel. C'est vrai. C'est Ouais, dans un autre fichier, ça. c'est ça. C'est Arduino, ça. Ouais. Très bien. Donc, je vous rappelle juste de partager vos rapports finaux pour que je les transmette aux membres du jury. Ça sera utilisé aussi pour l'évaluation des projets. Donc maintenant, je passerai la parole à Steve pour le système de détection de chute.